Il fut un temps où sa voix résonnait sur toutes les radios de France, où des millions de personnes murmuraient ses paroles comme des prières. Christian de Lagrange était bien plus qu'une simple idole. Il était un symbole de passion, de désir, d'amour. Mais au fil des décennies, les projecteurs se sont éteints et la mémoire du monde avec eux. Aujourd'hui, il suit un chemin plus discret, loin des scènes, loin des cris. Et derrière ce silence se cache une histoire que la plupart ignorent. L'ascension d'une idole romantique. Christian de Lagrange n'est pas né célèbre. En réalité, lorsqu'il a commencé à se produire, ce n'était même pas sous son vrai nom. Vers l'inaudible, il se présente au monde de la musique sous le pseudonyme de Chris Galbert avec le titre peu connu Carmen. Mais bien avant cela, en 1965, il monte sur une scène que beaucoup de musiciens rêveraient de fouler, le Palais d'Hiver de Lyon, en première partie, des Beatles. Cela aurait suffi à faire de lui une légende. Quelques mois plus tard, il recommence en assurant la première partie de Jacques Brel, figure emblématique de la chanson française. Mais le moment de Christian ne viendra pleinement que des années plus tard. En 1972, il abandonne le pseudonyme et adopte sa véritable identité, Christian de Lagrange. Cette année-là, tout change. Son single Rosetta ne se contente pas d'entrer dans les classements, il atteint la 3e place du hit-parade français. Les portes du succès s'ouvrent en grand. Après Rosetta, il enchaîne les ballades romantiques qui marqueront une génération. Sans toi, je suis seul grimpe à la 4 place. Petite fille atteint la 10. Reviens, mon amour, reviens se hisse à la 7. L'une après l'autre, ces chansons d'amour grimpent dans les classements, valant à Christian une réputation de chanteur à minette, un terme désignant les stars de la pop adulées par les jeunes filles, aux côtés de Patrick Juvet, Frédéric François ou Mike Brandt. Ce qui distinguait Christian, c'était la fragilité émotionnelle de sa voix. Ses chansons n'étaient pas seulement entraînantes, elles étaient des blessures mises en musique. La plupart de ses premiers succès ont été écrits par la talentueuse Patricia Carly, dont les paroles s'enroulaient autour de sa voix comme un duvet de velours. Le prix de la célébrité. La gloire arrive vite, mais pas sans conséquences. Christian est soudain partout, à la télévision, en tournée, en une des magazines. Mais, contrairement à d'autres, il ne semble jamais totalement à l'aise avec la mécanique de la célébrité. Il garde une certaine distance. Et peut-être est-ce pour cela que, lorsque la seconde vague de la pop française arrive, il commence discrètement à se retirer. En 1976, il enregistre Les larmes aux yeux avec Jean Manson, un duo doux et mélancolique qui ressemble à un adieu. Puis vient Pas plus belle qu'elle. Les succès ont encore de l'impact, mais quelque chose a changé. Les projecteurs se refroidissent. L'air devient plus silencieux. Plutôt que de courir après la gloire, Christian se tourne vers un autre métier, il commence à travailler derrière la caméra, réalisant des clips musicaux, des téléfilms et des films publicitaires. Il devient la main invisible derrière l'image d'autres artistes. Pendant un temps, cela lui suffit. Mais le silence de la scène, l'absence d'applaudissements, ne quittera jamais vraiment son esprit. La voix évanouie. Au fil des années 1980, Christian de Lagrange n'est plus un nom en haut des classements. Les jeunes filles qui criaient son nom ont grandi. L'industrie musicale a changé de cap, la pop française accueille une nouvelle génération de voix, et celle qui autrefois courait après Christian semble désormais avoir oublié jusqu'à son existence. Mais ce n'est pas seulement le public qui est passé à autre chose, Christian lui-même a commencé à disparaître. Pas brusquement, pas dramatiquement, juste en silence. Après son duo Les larmes aux yeux, 1976, et la sortie discrète de Pas plus belle qu'elle, il se retire peu à peu de la lumière. Aucun scandale, aucune annonce. Il devient simplement moins visible. C'est le genre d'effacement qui fait plus mal qu'une chute, parce que personne ne remarque qu'il est en train de se produire. Au début des années 1980, Christian se consacre entièrement à ce qui se passe derrière les caméras, il produit des clips, des documentaires, des téléfilms et des publicités. C'est, à bien des égards, une décision de survie. Le marché pour les ballades comme les siennes s'est asséché. Et au lieu de lutter pour rester pertinent dans un paysage sonore qu'il ne reconnaît plus, il choisit le silence. Pendant plus d'une décennie, il ne sort presque rien en tant que chanteur. Celui dont la voix avait été comparée à un chagrin de velours est désormais absent des ondes. Pas de nouvel album, pas d'interview, pas de tournée. C'est une traversée du désert. Un bref retour, puis l'oubli. En 1990, après presque 15 ans sans succès notable, Christian refait une brève apparition. Cette année-là,
le film américain Ghost devient un phénomène mondial, relançant l'intérêt pour la chanson Un Chêne Mélodie. Christian enregistre la version française, intitulée Vivre seul. C'est son véritable retour au micro après des années, mais le timing est mauvais. La France ne prête pas attention. La chanson passe inaperçue, noyée dans le vacarme des nouveaux artistes et des tendances plus clinquantes. Vivre seul ou le titre lui-même résonne comme un symbole. C'est la réalité de Christian à cette époque, un homme autrefois adoré par des millions, vivant désormais seul entre deux époques, entre pertinence et oubli. Durant ces années, Christian reste largement invisible. Aucun article dans les tabloïds, aucune tournée de retour, aucun scandale pour maintenir son nom dans les conversations. Pour les fans de la première heure, il a simplement disparu. Certains pensent qu'il a pris sa retraite. D'autres supposent qu'il est mort. Mais non, il est toujours là. Regardant. Écoutant. Attendant. Et au fond de lui, la scène continue de lui murmurer à l'oreille. Le deuxième acte, une résurrection discrète. Lorsque Christian de la Grange remonte sur scène au début des années 1990, il n'y a ni lumière clignotante ni fans hurlants. Pas de grande annonce, juste un homme plus âgé, plus discret, reprenant le micro comme on retrouve un vieil ami. En 1992, il reprend officiellement sa carrière de chanteur. Non pas parce que l'industrie l'appelle, mais parce que lui le veut. Ce retour commence modestement, quelques concerts, puis des albums. Ce ne sont pas des succès commerciaux retentissants, mais il n'en a pas besoin. Pour Christian, ce retour ne vise pas à retrouver la célébrité. Il s'agit de retrouver une part de lui-même, ensevelie sous des années de silence. Les premiers publics sont petits, mais fidèles. Et peu à peu, il retrouve son équilibre. L'un des éléments les plus importants de sa réapparition est l'émission de télévision française La Chance aux chansons, animée par Pascal Sevran. Entre 1992 et 2006, Christian y apparaît fréquemment, interprétant ses anciens succès et parfois de nouveaux titres. L'émission, qui célèbre la musique française classique et ses artistes, devient un refuge rare pour les chanteurs qui avaient autrefois dominé les ondes, mais qui avaient depuis été mis de côté. Pour Christian, ce n'est pas qu'un exercice de nostalgie, c'est une validation, un rappel que sa voix compte encore, que les chansons dans lesquelles il a mis toute son âme peuvent encore toucher les gens. Même si les stades ont été remplacés par des plateaux télé et des publics de fin d'après-midi. Une œuvre humanitaire inattendue. Lorsqu'il entre dans la soixantaine, Christian de la Grange a déjà vécu deux vies, l'une sous les projecteurs, l'autre dans l'ombre. Mais à partir de 2007, il en entame une troisième et cette fois, elle n'a rien à voir avec les ventes de disques ou les apparitions télévisées. Christian tourne son regard vers l'humanitaire. Cette année-là, il fonde l'ONG Assistance Humanitaire Internationale, AHI. Pas comme simple figure de proue, mais en tant que président actif. Ce qui avait commencé comme une idée modeste devient une opération sérieuse, comptant plus de 600 membres en France et en Belgique. Leur mission ? Fournir une aide médicale et éducative aux communautés les plus vulnérables du monde. Ils construisent des hôpitaux, cliniques, maternités, voire des laboratoires dans des zones où les soins de base sont inexistants. Ils équipent des dispensaires de brousse et des centres médicaux urbains. Là où des enfants n'ont pas d'école, ils bâtissent des salles de classe, des orphelinats, des centres de formation professionnelle. Christian ne se contente pas de superviser, il se rend lui-même sur le terrain. Il apporte des fournitures, assure un suivi, et parfois, il emmène même sa guitare. L'homme qui chantait autrefois pour les adolescentes parisiennes chante désormais pour des enfants aux chaussures trouées et des médecins dans des salles d'opération de fortune. Un héritage silencieux. Aujourd'hui, à l'aube de ses 80 ans, Christian de la Grange est un homme entre deux mondes. Rappelé par trop peu, oublié par trop de monde. Toujours debout, croyant encore au pouvoir de l'amour, du service et de la musique. Mais se demandant, peut-être, s'il entendra un dernier tonnerre d'applaudissements avant que le rideau ne tombe pour de bon. Et vous ? Pensez-vous que des artistes comme Christian de la Grange devraient être honorés de leur vivant ? Dites-nous en commentaire quelle chanson de Christian résonne encore en vous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires qui méritent d'être racontées.